Bonjour à tous, bienvenue dans la suite de Belle Amie, le roman de Maupassant. J'en suis au moment où Belle Amie vient d'avouer qu'il aimait la fille, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, mais voilà, il vient de lui avouer qu'il l'aimait. Il se tut. Les poissons à qui on ne jetait plus de pain demeuraient immobiles, rangés presque en ligne, pareils à des soldats anglais, et regardant les figures penchées de ces deux personnes qui ne s'occupaient plus d'eux. La jeune fille murmura, moitié tristement, moitié gaiement. C'est dommage que vous soyez mariés. Que voulez-vous? On n'y peut rien, c'est fini. Il se retourna brusquement vers elle et lui dit, tout près, dans la figure, si j'étais libre, moi, m'épouseriez-vous? Elle répondit avec un accent sincère. Oui, belle amie, je vous épouserai, car vous me plaisez beaucoup plus que tous les autres. Il se leva et balbutia. Merci, merci, je vous en supplie. Ne dites oui à personne. Attendez encore un peu, je vous en supplie. Me le promettez-vous? Elle murmura un peu troublée et sans comprendre ce qu'il voulait. Je vous le promets. Duroy jeta dans l'eau le gros morceau de pain qu'il tenait encore aux mains, et il s'enfuit, comme s'il eût perdu la tête sans dire adieu. Tous les poissons se jetèrent rapidement sur ce paquet de mie qui flottait, n'ayant point été pétri par les doigts, et ils le dépecèrent de leur bouche vorace. Ils l'entraînaient à l'autre bout du bassin, s'agrippaient au-dessous, formant maintenant une grappe mouvante, une espèce de fleur animée et tournoyante. Une fleur vivante tombait à l'eau, la tête en bas. Suzanne, surprise, inquiète, se redressa et s'en revint tout doucement. Le journaliste était parti. Oui, voilà, elle s'appelle Suzanne, j'avais oublié. Il rentra chez lui, fort calme, et comme Madeleine écrivait des lettres, il lui demanda: dînes-tu vendredi chez les Walter? Moi j'irai. Elle hésita. Non, je suis un peu souffrante, j'aime mieux rester ici. Il répondit: comme il te plaira, personne ne te force. Puis il reprit son château et ressortit aussitôt. Depuis longtemps, il l'épiait, la surveillait et la suivait, sachant toutes ses démarches. L'heure qui l'attendait était enfin venue. Il ne s'était point trompé au ton dont elle avait répondu: j'aime mieux rester ici. Il fut aimable pour elle pendant les jours qui suivirent. Il parut même gai, ce qui ne lui était plus d'ordinaire. Elle disait: voilà que tu redeviens gentil. Il s'habilla de bonne heure le vendredi pour faire quelques courses avant d'aller chez le patron, affirma-t-il. Puis il partit vers 6 heures après avoir embrassé sa femme, et il alla chercher un fiacre, place Notre-Dame de Lorette. Il dit au cocher: vous vous arrêterez en face du numéro 17 rue Fontaine, et vous resterez là jusqu'à ce que je vous donne l'ordre de vous en aller. Vous me conduirez ensuite au restaurant du Coq faisant rue Lafayette. La voiture se mit en route au trot lent du cheval, et Duroy baissa les stores. Dès qu'il fut en face de sa porte, il ne la quitta plus des yeux. Après 10 minutes d'attente, il vit sortir Madeleine, qui remonta vers les boulevards extérieurs. Aussitôt qu'elle fut loin, il passa la tête à la portière, à mon avis, et il cria: allez. Le fiacre se remit en marche et le déposa devant le Coq faisant, restaurant bourgeois connu dans le quartier. Georges entra dans la salle commune et mangea doucement, en regardant l'heure à sa montre de temps en temps. À 7h30, comme il avait bu son café, pris 2 verres de fine champagne et fumé avec lenteur un bon cigare, il sortit et là une autre voiture qui passait à vide et se fit conduire rue La Rochefoucauld. Il monta sans rien demander au concierge au 3e étage de la maison qu'il avait indiqué, et quand une bonne lui eut ouvert: monsieur Guibert de Lorme est-il chez lui? Non, est chez lui, n'est-ce pas? Oui, monsieur. On le fit pénétrer dans le salon où il attendit quelques instants. Puis un homme entra, grand, décoré, avec l'air militaire et portant des cheveux gris, bien qu'il fût jeune encore. Duroy le salua, puis lui dit: comme je le prévoyais, monsieur le commissaire de police.
J'ai une voiture en bas, nous pouvons prendre les agents qui vous accompagneront, puis nous attendrons un peu devant la porte. Plus nous arriverons tard, plus nous avons de chances de bien les surprendre en flagrant délit. Comme il vous plaira, monsieur. Le commissaire sortit, puis revint, vêtu d'un pardessus qui cachait sa ceinture tricolore. Il s'évasa pour laisser passer du roi, mais le journaliste, dont l'esprit était préoccupé, refusait de sortir le premier. Après vous, le magistrat prononça. Passez donc, monsieur, je suis chez moi. L'autre, aussitôt, franchit la porte en saluant. Ils allèrent d'abord au commissariat chercher 3 agents en bourgeois qui attendaient, car Georges avait prévenu dans la journée que la surprise aurait lieu ce soir-là. Un des hommes monta sur le siège à côté du cocher. Les 2 autres entrèrent dans le fiacre qui gagna la rue des Martyrs. Duroy disait: j'ai le plan de l'appartement, c'est au second. Nous trouverons d'abord un petit vestibule, puis la chambre à coucher. Les 3 pièces se commandent, aucune sortie ne peut faciliter la suite. Il y a un serrurier un peu plus loin. Il se tiendra prêt à être réquisitionné par vous. Quand ils furent devant la maison indiquée, il n'était encore que 8 heures un quart, et ils attendirent en silence pendant plus de 20 minutes. Mais lorsqu'il vit que les 3 quarts allaient sonner, Georges dit: allons maintenant. Et ils montèrent l'escalier sans s'occuper du portier, qui ne les regarda point d'ailleurs. Un des agents demeura dans la rue pour surveiller la sortie. Les 4 hommes s'arrêtèrent au second étage et Duroy colla d'abord son oreille contre la porte, puis son œil au trou de la serrure. Il n'entendit rien et ne vit rien. Il sonna. Le commissaire dit à ses agents: vous resterez ici, prêts à tout appel. Et ils attendirent. Au bout de 2 ou 3 minutes, Georges tira de nouveau le bouton du timbre plusieurs fois de suite. Ils perçurent un bruit au fond de l'appartement, puis un pas léger s'approcha. Quelqu'un venait épier. Le journaliste alors frappa vivement avec son doigt plié contre le bois des panneaux. Une voix de femme qu'on cherchait à déguiser demanda: qui est là? L'officier municipal répondit: ouvrez. Au nom de la loi, la voix répéta: qui êtes-vous? Je suis le commissaire de police. Ouvrez ou je vais forcer la porte. La voix reprit: que voulez-vous? Et Duroy dit: c'est moi. Inutile de chercher à nous échapper. Le pas léger, un pas de pieds nus s'éloigna, et puis revint au bout de quelques secondes. Georges dit: si vous ne voulez pas m'ouvrir, nous enfoncerons la porte. Il serrait la poignée de cuivre et d'une épaule, il poussait lentement. Comme on ne répondait plus, il donna tout à coup une secousse si violente et si vigoureuse que la vieille serrure de cette maison meublée céda. Les vis arrachées sortirent du bois, et le jeune homme faillit tomber sur Madeleine, qui se tenait debout dans l'antichambre, vêtue d'une chemise et d'un jupon, les cheveux défaits, les jambes dévêtues, une bougie à la main. Il s'écria: c'est elle, nous la tenons, nous les tenons. Et il se jeta dans l'appartement. Le commissaire, ayant ôté son chapeau, le suivit. Et la jeune femme, effarée, s'en vint derrière eux en les éclairant. Ils traversèrent une salle à manger dont la table non desservie montrait les restes du repas. Des bouteilles de champagne vides, une terrine de foie gras ouverte, une carcasse de poulet et des morceaux de pain à moitié mangés. 2 assiettes posées sur le dressoir portaient des piles d'écailles d'huîtres. La chambre semblait ravagée par une lutte. Une robe coiffait une chaise, une culotte d'homme restait à cheval sur le bras d'un fauteuil. 4 bottines, 2 grandes et 2 petites, traînaient au pied du lit tombé sur le flanc. C'était une chambre de maison garnie, aux meubles communs, où flottait cette odeur odieuse et fade des appartements d'hôtel. Odeur émanant des rideaux, des matelas, des murs, des sièges. Odeur de toutes les personnes qui avaient couché ou vécu un jour ou 6 mois dans ce logis public et laissaient là un peu de leur senteur, de cette senteur humaine qui, s'ajoutant à celle des devanciers, formait à la longue une puanteur confuse, douce et intolérable, la même dans tous ces lieux. Une assiette à gâteau, une bouteille de chartreuse et 2 petits verres encore à moitié pleins encombraient la cheminée. Le sujet de
Monsieur Prosper Georges Duroy, publiciste et si présent. Elle articula d'une voix étranglée. Oui, monsieur. Que faites-vous ici? Elle ne répondit pas. Le magistrat reprit. Que faites-vous ici? Je vous trouve hors de chez vous, presque dévêtue dans un appartement meublé. Qu'êtes-vous venu y faire? Il attendit quelques instants. Comme elle gardait toujours le silence. Du moment que vous ne voulez pas l'avouer, madame, je vais être contraint de le constater. On voyait dans le lit une forme d'un corps caché sous le drap. Le commissaire s'approcha et appela « Monsieur ». L'homme caché ne remua pas. Il paraissait tourner le dos, la tête enfoncée sous un oreiller. L'officier toucha ce qui semblait être l'épaule et répéta « Monsieur, ne me forcez pas, je vous prie, à des actes. » Mais le corps voilé demeurait aussi immobile que s'il eût été mort. Duroy, qui s'était avancé vivement, saisit la couverture, la tira et, arrachant l'oreiller, découvrit la figure livide de monsieur Laroche-Mathieu. Il se pencha vers lui et, frémissant de l'envie de le saisir au cou pour l'étrangler, il lui dit, les dents serrées, « Ayez donc au moins le courage de votre infamie. » Le magistrat demanda encore, « Qui êtes-vous » L'amant éperdu ne répondant pas, il reprit, « Je suis commissaire de police, et je vous somme de me dire votre nom. » Georges, qu'une colère bestiale faisait trembler, cria, « Mais répondez donc, lâche, ou je vais vous nommer, moi. » Alors l'homme couché balbutia. « Monsieur le commissaire, vous ne devez pas me laisser insulter par cet individu. Est-ce à vous ou à lui que j'ai affaire? Est-ce à vous ou à lui que je dois répondre? » Il paraissait n'avoir plus de salive dans la bouche. L'officier répondit, « C'est à moi, monsieur, à moi seul, je vous demande qui vous êtes. » L'autre se tut. Il tenait le drap serré contre son cou et roulait des yeux effarés. Ses petites moustaches retroussées semblaient toutes noires sur la figure blême.